Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Santé Intime. Je suis une fois de plus accompagnée du docteur Solano, médecin sexologue, qui va aujourd'hui nous parler d'un problème qui concerne d'abord les femmes. Il s'agit de la sécheresse vaginale. J'ai insisté sur d'abord parce que ce problème concerne d'une certaine façon également les hommes, parce qu'il rend difficile les relations de couple. Et ça sera pour la première partie d'émission. Et en deuxième partie, bien évidemment, docteur Solano va répondre à vos questions. Bonjour, docteur Solano. Bonjour, Gabriel. Alors, la sécheresse vaginale, est-ce un problème fréquent? Quelle est la catégorie de femmes concernées? Oui, alors on sait que la sécheresse vaginale, en fait, c'est un problème extrêmement fréquent, beaucoup plus que la plupart des gens le pensent, et ça ne concerne pas seulement les femmes ménopausées, mais aussi les toutes jeunes femmes. Je vais un petit peu vous donner les chiffres pour avis. Par exemple, chez les femmes de 18 à 30 ans, il y a déjà près de 10% des femmes qui disent « Moi, je ressens une sécheresse vaginale souvent ou très souvent ». Donc 10% chez des toutes jeunes femmes, c'est quand même beaucoup. Ensuite, le chiffre, il augmente avec l'âge et il est effectivement plus élevé à partir de la ménopause. Mais pour vous donner une idée d'une enquête du National and Social Life Survey, ça a montré que 18% des femmes de 30 à 39 ans s'en plaignent, 21% des femmes entre 40 et 49 ans, 27% des femmes entre 50 et 59 ans. Donc ça augmente. Mais on peut voir que même entre 50 et 59 ans, des femmes qui pour la plupart sont ménopausées, elles ne se plaignent pas toutes de sécheresse vaginale quand même. Et que doit faire une femme, ou plutôt je dirais un couple, en cas de sécheresse vaginale? Alors déjà, la première chose à faire, c'est voir si dans le couple, les préliminaires durent suffisamment longtemps. Parce que moi, je pose toujours cette question en premier au couple et très souvent, quand je pose cette question, est-ce que les préliminaires durent assez longtemps? Une fois sur deux, la femme me dit « Ah, je crois que c'est ça le problème ». Et donc, il faut vraiment que les hommes se rendent compte que leur partenaire féminine, elle a besoin de beaucoup plus de préliminaires qu'eux. Et s'il n'y a pas suffisamment de préliminaires, son excitation n'est pas suffisante et du coup, sa lubrification, elle ne sera pas suffisante, elle sera minime et donc la pénétration va lui faire mal. Et puis, deuxième chose à se demander quand même, c'est est-ce que cette femme qui a une sécheresse vaginale, elle prend un médicament qui peut être à l'origine de cette sécheresse vulvo-vaginale, comme on dit en médecine, parce que en fait, c'est pas tant une sécheresse vaginale que vulvaire, parce que c'est à l'entrée que ça peut faire mal, et c'est ça qui est le plus gênant. Donc, voilà. Et quels sont ces médicaments qui peuvent être à l'origine d'une sécheresse vaginale? Alors, il y en a pas mal. Déjà, ce qui peut donner une sécheresse vaginale, ce sont les contraceptions hormonales. Et aussi, les traitements pour l'acné, comme l'isotrétinoïne, c'est un médicament qui donne vraiment des grosses sécheresses. Certains traitements hormonaux pour un cancer, des neuroleptiques, et puis des traitements qui peuvent donner des sécheresses oculaires ou buccales, etc. La plupart des médicaments qui, comme effet indésirable, ont noté sur le Vidal sécheresse des muqueuses, ça peut donner une sécheresse vaginale. Donc, c'est quand même important d'en parler à son médecin dans ces cas-là, pour voir si un médicament peut être en cause et si on peut le changer ou pas. Et puis, il y a aussi des maladies comme le syndrome de Gougerot-Sjogren, qui est quand même ce qu'on appelle un syndrome sec, donc ça donne des sécheresses des muqueuses. Donc, c'est pas toujours dans la tête ou les émotions, il faut quand même se demander si y a un problème médical. Très bien. Et là, nous avons exploré en profondeur les causes de la sécheresse vaginale. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu de ce qu'on peut faire contre? Donc déjà, quand on a demandé l'avis de son médecin, qu'on a augmenté la durée des préliminaires, si elles n'étaient pas suffisantes, il faut savoir qu'il existe des traitements efficaces que l'on trouve en pharmacie sans ordonnance. Donc, ils peuvent être utilisés par les femmes de tout âge, avant la ménopause ou après. Mais ils peuvent aussi être utilisés si on prend des médicaments. C'est pour ça qu'ils sont en vente sans ordonnance, parce que c'est utilisable par tout le monde. Et ces médicaments contre la sécheresse vaginale, ce sont les hydratants et les lubrifiants. Et donc, il y a des manières de les utiliser pour qu'ils fonctionnent bien, qui ne sont pas toujours assez connues. Et si vous voulez des précisions sur l'usage de ces médicaments, de ces traitements, je vous invite à regarder des vidéos qui expliquent de manière extrêmement détaillée comment les utiliser. Et donc, vous trouverez ça sur le site d'optical.com. C'est toute une série de vidéos qui expliquent comment bien utiliser les hydratants, comment bien utiliser les lubrifiants. C'est pas du tout la même utilisation pour les deux. Et est-ce que le médecin peut également prescrire des médicaments? Oui, tout à fait. Le médecin peut prescrire des médicaments. Alors, il peut conseiller des hydratants ou des lubrifiants, mais il peut aussi prescrire des traitements à base d'hormones locales.
Alors, ces traitements, c'est plutôt pour les femmes, évidemment, ménopausées, parce que ça compense la baisse des hormones de la ménopause. Et là, il faut une ordonnance parce qu'il y a des contre-indications, mais c'est des traitements très intéressants aussi. Docteur, maintenant, j'aimerais savoir ce qui pourrait arriver si jamais on ne traite pas la sécheresse vaginale. Est-ce qu'elle est vraiment gênante? Oui, alors, c'est vrai que la sécheresse vaginale, ça paraît un problème pas très grave, quoi. On se dit, bah, il suffit d'hydrater, ça va bien aller. En fait, pas du tout. C'est vraiment un problème qui peut avoir des conséquences très importantes sur le couple, parce que ça peut provoquer un blocage sexuel. Donc, pourquoi? Parce qu'une femme qui a une sécheresse vaginale, si elle a des rapports sexuels, eh bien, elle peut avoir des douleurs. Donc, elle va avoir mal pendant l'amour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, ben, pour la fois suivante, ben, elle va avoir moins envie, parce que personne n'a tellement envie d'avoir mal. Et puis, si elle a moins envie, ben, elle aura moins de lubrification. Donc, elle aura encore plus mal. Et du coup, ça peut enclencher une spirale de douleur, de baisse de désir, évidemment, de baisse de plaisir. Et donc, pour un sujet qui, au départ, peut ne pas être très grave, honnêtement, hein, mais ça peut devenir vraiment, pour un couple, quelque chose de très, très, même catastrophique, hein. Ça peut carrément empêcher les rapports sexuels. Donc, c'est vraiment à soigner. Très bien, merci pour toutes ces explications, docteur. Nous allons maintenant prendre en main vos questions, chers téléspectateurs. Pour commencer, voici une question de Dieu le veut, qui aimerait savoir pourquoi il ressent autant de fatigue après une éjaculation. Oui, alors c'est une question fréquente parce que beaucoup d'hommes disent, ben, moi je m'endors après l'amour. Des fois ils te disent, pourquoi mon partenaire s'endort? En fait, c'est pas vraiment de la fatigue. Bizarrement, après une éjaculation, on se considère souvent qu'il y a une grande fatigue. Mais en fait, c'est plutôt une envie de dormir que de la fatigue. Et pourquoi? Parce que c'est un phénomène tout à fait naturel qui se produit après l'orgasme. En fait, on a envie de dormir après l'orgasme et ce phénomène, c'est lié à quelque chose d'hormonal qui s'appelle la décharge d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui accompagne l'orgasme. Et cette hormone, elle est produite chez l'homme comme chez la femme au moment de l'orgasme, mais elle est aussi produite à d'autres moments de la vie. Et donc, en particulier, elle est produite au moment de l'allaitement. Donc, quand une femme allaite son bébé, au moment de l'éjection du lait, eh bien, il y a une décharge d'ocytocine. Et il y a beaucoup de femmes qui disent, quand j'allaite, j'ai envie de dormir. En fait, c'est pas de la fatigue, hein. C'est une envie de dormir parce que le corps se dit, il faut que j'aide cette femme à se reposer parce que si on ne se repose pas, on ne peut pas allaiter. Et puis, cette hormone, elle est aussi fabriquée au moment de l'accouchement. Quand il y a des contractions, chaque contraction de l'accouchement, c'est une décharge d'ocytocine. Et ça permet aux femmes, entre deux contractions, de se reposer parce que l'accouchement, ça dure souvent pas mal d'heures. Et donc, c'est vraiment une hormone qui donne envie de dormir. C'est comme ça, mais c'est pas vraiment de la fatigue, c'est plutôt le corps qui dit, moi, j'ai tout donné, j'ai envie de récupérer mon énergie. Et bien maintenant, une question de Anna de Paris qui demande, est-ce possible de tomber enceinte sans pénétration et sans éjaculation? Alors, disons que une femme peut être enceinte suite à un rapport sexuel sans pénétration. Ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait une éjaculation au niveau de la vulve. En effet, si cette personne elle est dans une période de grande fertilité, il y a ce qu'on appelle de la glaire cervicale, c'est-à-dire un liquide qui est un milieu d'accueil pour les spermatozoïdes qui arrive au niveau de la vulve et les spermatozoïdes vont pouvoir remonter, ça leur sert d'échelle et ça peut arriver qu'une femme qui a un rapport sexuel, je dirais sans pénétration mais avec une éjaculation à la vulve soit enceinte. Quand même, c'est assez rare que ça se produise. Je vais ajouter une chose quand même intéressante, c'est que ça peut se produire aussi après un rapport anal. Parce que quand il y a du sperme qui sort de l'anus, ben, il peut couler au niveau de la vulve et rentrer au niveau du vagin ou arriver à l'entrée du vagin. Et c'est pas si rare, c'est pas très fréquent quand même, mais ça peut arriver une grossesse après un rapport anal alors que c'est pas du tout la zone par laquelle les spermatozoïdes passent logiquement pour faire une grossesse, hein. Et donc, c'est pourquoi, quand on a une pénétration, il faut utiliser des préservatifs. Eh bien, Anna aimerait également savoir s'il est possible de tomber enceinte avec pénétration, mais sans éjaculation. Alors là, je vais répondre tout de suite oui, hein, parce que effectivement, quand il y a une pénétration mais qu'il n'y a pas d'éjaculation, on se dit, bah, puisqu'il n'y a pas de spermatozoïdes, on voit pas comment une grossesse serait possible. Ben, si, quand même, et ça arrive très souvent là par contre. Pourquoi? Parce que dans l'urètre d'un homme, il peut y avoir des spermatozoïdes qui sont là, qui sont restés là, et au moment de la pénétration, un homme, il a une expulsion de ce qu'on appelle le liquide prééjaculatoire. Donc, c'est un liquide qu'on appelle le liquide des glandes de Cooper aussi, qui va drainer ce qu'il y a dans l'urètre.
Et s'il y a quelques spermatozoïdes, eh ben, ils vont aller dans le vagin, même s'il n'y a pas d'éjaculation. D'autre part, il faut savoir aussi qu'un homme qui se dit, je vais me retirer avant l'éjaculation, il va peut-être réussir, il va peut-être pas réussir. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'utiliser des préservatifs systématiquement si on ne veut pas d'enfant, parce que c'est vraiment la meilleure solution pour que les spermatozoïdes ne rentrent pas à l'intérieur du vagin. Et encore, c'est important de se retirer à temps, parce que si on se retire pas tout de suite, que le sexe diminue de volume et que le préservatif se déplace un peu, le sperme peut rentrer dans le vagin. Donc, il faut quand même être très prudent. Très bien. Vous allez peut-être répondre maintenant à l'inquiétude de Amidou, qui a 38 ans et qui écrit de Lomé. Il a remarqué depuis 5 ans que son sexe diminuait de taille et en plus, il a de sérieux problèmes pour trouver ne serait-ce qu'une petite érection. Il ajoute qu'il fume beaucoup de cigarettes et qu'il ne fait pas de sport. Bon, écoutez, on peut dire que c'est à cause du tabac, très probablement, parce que le tabac, c'est catastrophique pour la sexualité. Donc, c'est le plus grand ennemi de l'érection, déjà. On sait que le tabac, chez un gros fumeur, ça fait diminuer la taille du pénis. Ça a été étudié par une étude saoudienne de 200 hommes qui ont entre 20 et 35 ans. Et donc, par rapport aux non-fumeurs, les gros fumeurs, ils avaient perdu en moyenne 1,5 cm de longueur du pénis et 1,6 cm de circonférence. Et donc, c'est des chiffres en érection. Alors, c'est logique. Pourquoi ça fait cet effet-là? C'est que la fumée du tabac, elle empêche les corps érectiles de se dilater complètement parce que dans la fumée du tabac, il y a un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone et qui resserre les artères. Donc, ça empêche le sang d'arriver au pénis. Et comme toutes les nuits, le pénis a une moins bonne érection, dans la journée aussi, mais la nuit, c'est systématique. Et petit à petit, il devient moins élastique, il n'arrive plus à s'étirer complètement. Donc, franchement, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'arrêter de fumer parce que c'est catastrophique. Et puis, pour l'érection, on sait qu'un fumeur a 20% d'érection en moins que les non-fumeurs. Enfin, l'érection a 20% de qualité en moins. Elle est moins bonne, quoi. Donc, si vous prenez plus de précision, j'en ai parlé dans une émission. Déjà, du tabac et de l'érection, c'est catastrophique. Donc, en plus, vous ferez des économies, vous pourrez vous faire des cadeaux. Donc, arrêtez de fumer. Eh bien, maintenant, une question de Kevin de Kinshasa. Je vis avec une amie. Là, c'est Kevin qui parle. Le problème, c'est qu'elle veut me dominer au lit. On dit que l'amour supporte tout, mais faut-il vraiment se laisser dominer? Alors, je dirais que si on n'a pas envie, non, il ne faut pas se laisser dominer. Parce que l'amour, c'est aussi le respect de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est pas d'être dominé ou pas, c'est de se sentir respecté toujours en amour dans la sexualité. Si votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, veut vous dominer et que ça ne vous plaît pas, il faut le dire, il faut protester, il faut dire non, moi j'ai pas envie que tu me domines, je ne suis pas d'accord. Et si vous ne vous exprimez pas, votre partenaire, s'il aime ça, vous dominer, il peut penser que c'est un jeu, que vous aimez bien ça dans la sexualité. Donc si vous ne dites rien, ça risque de continuer. Donc si vous n'êtes pas d'accord, protestez. Et donc, si vous dites que ça vous plaît pas et que l'autre continue, ça vous signifie que votre partenaire ne vous respecte pas. Et donc ça, c'est vraiment embêtant. Ça veut dire que c'est pas vraiment de l'amour, mais que l'autre vous utilise au service de ses envies à lui ou à elle. Et donc la sexualité, c'est plus un partage. Et donc ça, je pense que c'est un signal d'alarme pour une relation. Donc non, on ne doit pas forcément être dominé. Mais il y a des personnes qui aiment bien être dominées ou dominées, mais à condition que ça soit un jeu sexuel, que ça soit amusant pour vous. Et dans ce cas-là, à mon avis, il faut être deux à trouver ça excitant ou amusant, parce que s'il n'y en a qu'un des deux, c'est pas vraiment un jeu, en tout cas pas un jeu pour les deux. Et donc, le plus souvent, les couples qui aiment bien ce genre de jeu, en fait, ils changent de rôle souvent. C'est pas toujours le même qui domine l'autre. Donc, il y a quand même un certain respect de l'autre et puis une certaine égalité. Donc, ce que je peux dire à Kevin, c'est d'échanger avec son ami sur ce sujet et de voir s'il peut s'amuser, si elle le domine parce qu'elle a envie de l'humilier, vraiment, ou si elle le domine parce qu'elle trouve ça amusant et que c'est un jeu et qu'en fait, elle le respecte tout à fait. Ça, on peut pas le savoir. Donc, il y a que lui qui pourra le dire. Eh bien, merci beaucoup, docteur Solano. Nous arrivons au terme de ce 6e épisode de notre émission Santé Intime. Nous espérons que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. Et pensez à suivre le docteur Solano sur ses différents réseaux qui s'affichent à l'écran. Et vous pouvez utiliser les mêmes canaux pour poser vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer la ville et votre âge. Ça sera toujours plus sympa. Ça nous permettra de mieux vous connaître.
et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt, Dr Solano. Merci beaucoup, Henriette, et je vous retrouve avec plaisir.